Alors à présent, on va traiter la deuxième partie de l'exercice classique de diagonalisation qu'il faut savoir maîtriser. Donc là et là, voici ce qu'on a déterminé à la vidéo précédente. Donc là, il y a la matrice A qui est la matrice représentative d'un endomorphisme dans la base canonique de R3. Donc voilà. Et là, on a déterminé le spectre de A, donc voilà, qui est composé simplement des réels 1 et 3. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique de détermination là, du spectre d'une matrice, allez voir la vidéo précédente, c'est super important. Et donc voici la question qu'on nous pose à présent. Il faut montrer que A est diagonalisable. Alors il y a une deuxième partie de la d'énoncé qu'on verra juste après, mais déjà il y a ça. Il faut montrer que A est diagonalisable. Ce qui est déjà un indice quand même assez fort, parce que quelquefois dans les énoncés, on n'a pas montré que A est diagonalisable, parce que ça sous-entend que A est bien diagonalisable. Mais quelquefois, ce qu'on a tout simplement, c'est est-ce que A est diagonalisable? Donc là, ça veut dire que l'énoncé nous met sur la piste. Donc c'est-à-dire que si jamais on arrive en conclusion au fait que A n'est pas diagonalisable, il risque d'y avoir un petit problème. Remarquez que là, vous voyez, dans le spectre de A, on n'a que deux valeurs propres, alors que A, là, elle est de dimension 3, 3. Alors si A avait eu trois valeurs propres distinctes, alors là, il n'y aurait pas eu de problème, A aurait bien été diagonalisable, on aurait été sûr à 100% directement, c'est du cours. Mais là, A a seulement deux valeurs propres distinctes. Donc on ne peut pas dire d'emblée A est diagonalisable. Non, pour ça, il va falloir qu'on aille déterminer les sous-espaces propres, associés aux deux valeurs propres que sont 1 et 3. Et ensuite, il faudra qu'on détermine les dimensions de ces sous-espaces propres. Et finalement, il faudra voir si la somme des dimensions de ces sous-espaces propres, donc de ces deux sous-espaces propres, puisqu'il y en aura deux, est-ce que la somme de ces dimensions est bien égale à 3? Si jamais c'est strictement inférieur à 3, c'est-à-dire que A n'est pas diagonalisable, et si jamais c'est égal à 3, ça veut dire que c'est diagonalisable. Alors ensuite, la question, c'est il faut déterminer P et D, qui sont deux matrices carrées de M3 de R, donc avec P inversible et D diagonale, tel que A est égal à P fois D fois P-1. Cette formule-là, vous l'avez sans doute déjà vue plein de fois. Ça, c'est la définition même de la diagonalisabilité d'une matrice. Parce que ça veut dire que A, elle est semblable à une matrice D qui est diagonale. Ce qui veut dire qu'en fait, A et D représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Alors le truc, c'est que pour pouvoir déterminer P et D, il va d'abord falloir qu'on détermine les sous-espaces propres associés à 1 et à 3. Donc là déjà, c'est la première étape à faire, c'est déterminer les sous-espaces propres pour montrer que A est diagonalisable et ensuite on déterminera P et D à partir de ce qu'on aura trouvé. Alors depuis tout à l'heure, on parle des sous-espaces propres, là, associés à 1 et à 3. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir le cours. Ça, c'est très important de bien savoir ce que c'est. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, c'est l'espace vectoriel qui réunit tous les vecteurs propres associés à une valeur propre bien particulière. C'est-à-dire que lorsque vous avez A fois X, avec X, un vecteur colonne est égal à lambda fois X, un vecteur colonne non nul, bien évidemment. Lambda, ici, on dit que c'est la valeur propre de A. A, ici, c'est la matrice qui est ici. Et X, on dit que c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Bon, ça, vous le savez. Et donc, on dit que X appartient au sous-espace propre de A associé à la valeur propre lambda. Parce que ici, nous, on a deux valeurs propres différentes. On a 1 et on a 3. Donc, on a cette première relation-là. Et donc, nous, on va chercher tous les vecteurs colonnes qui appartiennent à E1 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Et ensuite, on va chercher tous les vecteurs colonnes Y qui appartiennent à E3 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 3. Alors, comment est-ce qu'on fait ça dans le cas général? Je vais effacer un peu tout ça. Alors déjà, on commence par prendre un vecteur colonne X, Y, Z, oui, parce que c'est eux qu'on recherche. On recherche l'ensemble de tous les vecteurs colonnes, tels que A fois X est égal à lambda fois X. Sauf que ça, c'est équivalent à quoi? Si on passe le lambda X de l'autre côté, c'est équivalent à ça, à ce que A fois X moins lambda X est égal à, alors attention, ne dites certainement pas 0, parce que ça n'est pas 0, c'est le 0 de R3, c'est le vecteur colonne nul. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous mettez un 0 et vous l'indicez de l'espace vectoriel auquel appartient ce 0-là. Donc là, c'est 0 de R3, donc c'est le vecteur colonne 0, 0, 0. Donc là, vous avez ça. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut factoriser par la droite, par x, comme ceci. C'est-à-dire que a moins lambda, attention, fois i. Là, vous avez bien un i, parce que vous ne pouvez certainement pas faire une matrice moins un réel tout seul. Ça n'a aucun sens de faire ça, attention. Donc là, c'est bien a moins lambda fois i. Le tout multiplié par x est égal au vecteur colonne nul, donc 0, 0, 0. Donc voilà, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est résoudre le système qui est juste là, avec x qui est x, y, z. Donc là, ce sont les inconnus, x, y et z. Et a moins lambda i,
Bah, le truc, c'est qu'on a déjà les lambdas. On a déjà les lambdas, on sait qu'on a lambda qui va prendre la valeur 1 et la valeur 3, parce qu'on sait que c'est les deux seules valeurs propres de A possibles. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va traiter le cas de 1, donc on va remplacer lambda par 1. On va résoudre le système qui va être associé à cette équation-là, et ensuite on traitera le cas pour lambda est égal à 3 après. Alors je viens de recopier ce qu'on avait juste ici. Là, il faut bien avoir en tête que ce qu'on a là avec x qui est égal à x, y, z, ok, en vecteur colonne, là, ça va vous donner un système. Alors je vais le réécrire pour qu'on voit bien qu'on est face à un système là. Voilà, écrit matriciellement, ça nous donne ça. Ça, c'est A moins lambda I. A, c'est là, A moins lambda I, c'est bon, c'est ça. X, c'est lui, et le 0 de R3, c'est bien ça. Donc là, si jamais vous faites rentrer ce vecteur colonne là dans votre première ligne ici, donc c'est encore une fois la métaphore de la baguette dans le premier four, vous allez avoir 1 moins lambda fois x, moins 2 fois y, plus 2 fois z est égal à 0, ce sera la première ligne de votre système, etc. Pareil pour la deuxième ligne et pareil pour la troisième ligne. Ok, donc là, vous allez bien avoir un système de 3 équations, puisque vous allez avoir 3 lignes, et à 3 inconnus qui sont x, y et z. Le truc, c'est que là, le lambda qui est juste ici, on va le remplacer d'abord par 1, parce qu'on va d'abord traiter le cas par 1, et ensuite, plus tard, on le remplacera par 3, on verra ce que ça donne pour 3. Le truc, c'est que là, pour se simplifier la vie, plutôt que de directement remplacer les lambdas qui sont ici par 1, on va utiliser la réduite de Gauss qu'on a trouvée dans la vidéo précédente. La réduite de Gauss, bien évidemment, de cette matrice-là. Je dis la réduite de Gauss, mais il y a une infinité de réduites de Gauss de n'importe quelle matrice, attention. Je parle de celle qu'on a trouvée dans la vidéo précédente. Parce que ce sera beaucoup plus simple. Là, on aura des zéros directement, puisque la réduite de Gauss à laquelle on est arrivé précédemment dans la vidéo précédente, c'est une matrice triangulaire supérieure. Voilà, comme ceci, là, la matrice qui est juste ici, c'est la réduite de Gauss qu'on a déterminée à la vidéo précédente. C'est grâce à elle qu'on a déterminé le spectre de A. Alors là maintenant, première étape, on va déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Et donc on va remplacer tous les lambdas qui sont ici par 1. Voilà, alors je viens de recopier ce qu'on avait juste en dessous. Maintenant, on va remplacer les lambdas par 1. Voilà, pour lambda est égal à 1, on arrive à cette équation matricielle. Donc là, vous avez bien moins 2, moins 2, 4, là 0, 2, moins 2. Et là, c'est bon, on a bien tous les zéros, puisque ici, bien évidemment, ça vaut 0 quand lambda prend la valeur de 1. C'est-à-dire pour ça que 1 est bien dans le spectre de A. Maintenant, en fait, ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système de 3 équations à 3 inconnus. Alors, on remplace. Et voilà, on arrive à ce système qui est en fait un système, vous voyez, de 2 équations à 3 inconnus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 3 équations? Tout simplement parce que la dernière ligne, là, qui était ici, quand on remplace lambda ici par 1, ça fait 0. Donc votre dernière ligne, c'est simplement 0 égale 0. Ce n'est pas une information extrêmement utile, donc on peut s'en passer. En tout cas, on arrive à ce système-là. Là, de l'équation qui est juste ici, on obtient le fait que y est égal à z. Voilà, y est égal à z. Et si jamais on réinjecte là-dedans, on trouve tout simplement que x est égal à y. Voilà, comme ça, qui est lui-même égal à z. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que x égale y égale z. Voilà, comme ceci. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que ce résultat? Ça veut dire que lorsqu'on prend un vecteur colonne x, y, z, et que ce vecteur, il vérifie que a fois x égale 1 fois x, ça veut dire que ce vecteur-là, c'est un vecteur propre de A associé à la valeur propre 1, c'est-à-dire que vous avez ça, c'est très important, et c'est équivalent à dire que sa première coordonnée, là, c'est ça, x, est égale à sa deuxième coordonnée qui elle-même est égale à sa troisième coordonnée. Donc ça veut dire que dès que vous avez un vecteur colonne qui vérifie cette équation-là, nécessairement sa première coordonnée égale la deuxième égale la troisième. Et là, les étudiants le plus souvent ils disent « mais attends, mais on n'a pas déterminé x, y et z ». Mais justement, si vous les avez déterminés les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui compte. On ne vous demande pas de trouver une valeur précise de x, y et z. On ne vous demande pas une valeur finie, en fait. Ce qu'on demande, là, en fait, c'est d'établir un lien entre vos coordonnées. Pourquoi? Parce que ça veut dire que x, y et z peuvent prendre absolument n'importe quelle valeur dans R du moment qu'ils sont égaux. Ça veut dire que si jamais on prend le vecteur colonne 1000, 1000, 1000, il n'y a pas de problème, ce vecteur colonne-là, étant donné que ces 3 coordonnées première, deuxième, troisième coordonnée sont toutes égales, il n'y a pas de problème, il va bien vérifier ça, que a fois x égale 1 fois x. Si vous prenez le vecteur colonne moins pi, moins pi, moins pi, pas de problème, il vérifie aussi ça. Parce que là, vous avez bien montré que tous les vecteurs colonnes dont la première coordonnée égale la deuxième, égale la troisième, tous les vecteurs qui vérifient ça, ils sont bien dans
E1 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1. Voilà, ainsi, E1 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, c'est l'ensemble de tous les triplés XXX avec X qui appartient à R. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un espace vectoriel, en fait, ça. Et c'est même une droite, et cette droite, c'est celle-là, c'est vecte de 1, 1, 1. Pourquoi c'est une droite? Parce que vous n'avez qu'un seul vecteur là dans votre vecte, ok? Vous n'avez qu'un seul vecteur. Certes, il y a 3 coordonnées, mais en fait, ça veut dire que là, vous avez un vecteur dans l'espace qui a 3 coordonnées. Alors, pour le représenter géométriquement dans l'espace, ça, c'est R3, hein, c'est l'espace. Alors, 1, 1, 1, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur. Alors là, je ne peux pas vraiment trop le représenter parce que, en gros, il sort comme ça, vous voyez, il pointe comme ça vers nous. Il nous ferait face, quoi, parce qu'il est vraiment, tac, il est comme ça, il est en train de sortir. Voilà, parce qu'en fait, il a une coordonnée par là, une coordonnée comme ça et une coordonnée comme ça. Donc, il est vraiment genre... je vais le représenter comme ça, il est comme ça, avec de 1, 1, 1, ok? Ce qu'il faut se dire, c'est que là, vous avez votre vecteur qui est là, qui est le vecteur 1, 1, 1, ok? Et là, vecte de 1, 1, 1, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace vectoriel qui est généré par ce simple vecteur. Or, ce simple vecteur, c'est lui, il n'y en a qu'un seul de vecteur. Donc, quel espace vectoriel est-ce qu'il engendre? Toute la droite et qui va traverser là le plan qui est ici et qui va se prolonger aussi par là. Hein. Donc 1, 1, 1, c'est bien le vecteur qui est là et vecte de 1, 1, 1, c'est bien la droite qui est générée par ce simple vecteur. Du coup, là, on sait que la dimension de E1A, c'est quoi? C'est tout simplement 1 parce qu'on n'a qu'un seul vecteur à l'intérieur, c'est une droite. Okay, et donc, la dimension de E1A, hein, c'est bien 1 comme on l'a dit. Alors maintenant qu'on a déterminé E1A, il va falloir qu'on détermine aussi E3A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 3. Hein. Alors c'est parti, pour lambda est égal à 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette matrice-là et on va remplacer lambda par 3. Et on arrive à ça, alors là c'est plutôt pas mal parce que là, on n'a que des zéros, donc on va simplement avoir une seule équation, parce que là, les deux dernières lignes, elles nous apprennent simplement que 0 égale 0. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Donc voilà, on arrive à cette équation-là, c'est-à-dire que moins 2x, moins 2y plus 2z est égal à 0. Alors là, ça arrive que quelquefois, les étudiants soient en panique, parce qu'ils se disent, mais comment est-ce qu'on va faire pour déterminer x, y et z? On n'a qu'une seule équation, on a 3 inconnus. Alors déjà, on peut tout simplifier par 2, on va le faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais voilà, donc les étudiants, ils stressent et se disent, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la valeur de x, de y et de z? Mais encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on ne cherche pas des valeurs précises, fixes de x, y et z. On ne cherche pas des valeurs particulières. On cherche des valeurs générales, encore une fois. Et donc, du coup, ce qu'on recherche, c'est justement ce type d'équation. Parce que là, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver des liens entre les coordonnées de votre vecteur propre. C'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à établir des liens entre vos coordonnées. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait trouvé que x égale y égale z. On avait établi un lien d'égalité entre les 3 coordonnées de votre vecteur, enfin de tous les vecteurs, hein, de tous les vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Et ça nous a permis de dire que le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, c'est tout simplement vecte de 1, 1, 1. Voilà, donc ce qu'on cherche, c'est pas du tout des valeurs particulières de x, y ou z. Hein. Au contraire, c'est des valeurs générales, entre guillemets, mais surtout, ce qu'on cherche, c'est un lien entre les coordonnées qu'on a là. Alors, le truc, c'est que tout à l'heure, on avait 2 équations, okay, ce qui nous avait amené à x égale y égale z. Alors ici, c'est un petit peu différent, parce qu'on n'a qu'une seule équation et on a 3 inconnus. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va exprimer l'une des coordonnées par rapport aux autres coordonnées, par rapport aux 2 autres coordonnées en fait. Là, par exemple, on peut choisir de passer x de l'autre côté. Et donc, on va avoir x est égal à moins y plus z. Voilà, comme ceci, hein, j'ai simplement passé le moins x de l'autre côté du signe égal et j'ai simplement interchangé de place la droite et la gauche. Bon. Alors là, remarquez un petit peu que ces 2 égalités, quand bien même elles sont équivalentes, elles ne veulent pas dire la même chose entre guillemets. Parce que l'équation qui est juste là, elle nous dit que dès qu'on a un vecteur propre associé à la valeur propre 3, c'est-à-dire qu'il vérifie ça, hein, que a fois x égale 3 fois x, ok, et dès qu'on a un vecteur colonne qui vérifie ça, nécessairement, on a ça au niveau de ses coordonnées. Ça veut dire que moins une fois sa première coordonnée, moins une fois sa deuxième coordonnée, plus une fois sa dernière coordonnée, ça fait 0. Voilà, ça, on en est sûr. Il y a équivalence. Moins première coordonnée, moins deuxième coordonnée, plus troisième égale 0. Bon, ça veut dire ça. Alors que l'égalité qui est là, elle est un peu plus intelligente, j'allais dire, que celle-ci. Ah, pourquoi ? Parce que celle-là, ce qu'elle nous apprend, c'est que la première coordonnée, là, est nécessairement égale à moins une fois la deuxième,
plus une fois la troisième. Et alors là, on se dit, super, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Eh bien si, ça fait bien avancer le schmilblick. Parce que comme ça, on va pouvoir remplacer x par moins y plus z. Et c'est ça l'astuce. Oui, parce que ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a un vecteur qui vérifie ça, que a fois x égale 3 fois x, alors nécessairement, et même c'est équivalent à dire que sa première coordonnée, c'est égal à moins une fois sa deuxième, plus une fois la troisième. Or, la deuxième et la troisième coordonnée de ce vecteur colonne, elles peuvent prendre absolument n'importe quelle valeur. Mais en prenant n'importe quelle valeur, elles vont déterminer la valeur de la première coordonnée. Par exemple, si jamais vous prenez y qui est égal à 1000 et z qui est égal à 1, x, à quoi est-ce qu'il va être égal? Il va être égal à moins 1000 plus 1, c'est-à-dire moins 999. Donc ça veut dire que nécessairement, le vecteur 999, 1000 et 1, il vérifie bien cette égalité. Voilà, ainsi E3 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 3, c'est moins y plus z, parce que c'est x, voilà, c'est moins y plus z, et y et z, avec y et z qui sont absolument quelconques dans R2. C'est-à-dire que y et z peuvent prendre chacun n'importe quelle valeur dans R, on s'en fiche. Et ça, c'est super, parce que ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture générale de tous les vecteurs colonne qui vérifie ça, que a fois x égale 3 fois x. Alors maintenant, on va changer cette écriture-là en vect. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire subir une petite transformation là au vecteur colonne qui est ici. Voilà, j'ai scindé en deux là ce vecteur colonne avec d'un côté les y et de l'autre les z. Là, vous êtes bien d'accord que si jamais on fait la somme là de ces deux vecteurs colonnes, on retombe bien là-dessus. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là maintenant, ce que je vais pouvoir faire là-dedans et là-dedans, c'est que je vais pouvoir factoriser. Là ici, je vais factoriser par y et là, je vais factoriser par z, comme ceci. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vient d'exhiber? On vient d'exhiber le fait que E3 de A, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles et imaginables qu'on peut faire avec ces deux vecteurs. Puisque ça, c'est bien la forme générale de n'importe quelle combinaison linéaire que vous faites avec ce vecteur-là et ce vecteur-là, puisque y et z peuvent prendre n'importe quelle valeur dans R. Et donc là, comme vous avez l'ensemble, c'est bien l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que vous pouvez faire avec ce vecteur et ce vecteur-là. Et ça, c'est la définition même de vect de lui et lui, de ces deux vecteurs-là. Et voilà. Alors là, j'ai un petit peu détaillé le passage de là à là, mais il y a un moment donné, vous verrez, à force de vous entraîner, vous allez pouvoir directement passer de l'écriture que vous avez là à ça, voire même omettre ce passage-là. Vous allez pouvoir plus tard directement passer à là. Et donc là, on remarque quand même une chose assez intéressante, c'est que E3 de A, c'est vect de ces deux vecteurs-là. Okay, et donc, ça veut dire que la dimension de ce sous-espace vectoriel, puisque c'est un sous-espace vectoriel, puisque c'est un vect, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Mais parce que là, vous avez un vecteur et un autre vecteur qui sont non collinaires. Ils sont non collinaires, ces deux vecteurs. Donc, c'est comme si vous aviez un vecteur comme ça, un vecteur comme ça. Et là, vous allez prendre l'espace engendré par ces deux vecteurs-là. Or, c'est quoi l'espace engendré par deux vecteurs non nuls et non collinaires? C'est un plan, comme ça. Donc là, ce serait le plan qui est comme ça. Si je me mettais comme ça, ce serait le plan qui serait comme ça. Si je me mets comme ça, ce serait le plan qui serait juste là. Ok? Allez voir les vidéos de cours là-dessus si vous n'êtes pas à l'aise sur ces écritures-là. Donc voilà, la dimension de E3 de A est égale à 2. C'est un plan. À vrai dire, c'est ce qu'on appelle aussi un hyperplan de R3 parce qu'il a une dimension de moins que R3. La dimension de R3, c'est 3. Là, on a 2. Donc voilà, c'est un hyperplan de R3. Et ça, ce résultat, il est plutôt pas mal parce que là, on vient de trouver une dimension égale à 2. Et pour le sous-espace propre associé à la valeur propre, on avait trouvé une dimension égale à 1. Or, 2 plus 1, ça fait 3. Ça fait 3, c'est super. Or, justement, A, elle est de dimension 3 par 3, donc ça veut dire que A, elle est bien diagonalisable. Voilà, dimension de E1A plus la dimension de E3A, c'est bien 1 plus 2, c'est égal à 3. Au passage, pourquoi? Parce que là, vous avez bien une droite, parce que c'était vect de 1, 1, 1. Okay, donc c'est un vecteur non nul, ça il faut bien le préciser. Au niveau de la dimension, pour bien justifier que cette dimension 1, peut-être que je ne l'ai pas bien dit tout à l'heure, c'est vraiment parce que vous êtes face à un vecteur qui est non nul. Okay, et là, la dimension de E3A, c'est 2 parce que vous êtes face à une famille de deux vecteurs non nuls et non collinaires. Et donc, ça vous fait bien 1 plus 2, c'est égal à 3. Or, A qui est ici, il appartient à M3 de R. Donc, exactement le même 3 qui est ici. Et donc, A est bien diagonalisable. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer deux matrices. Une matrice P inversible et une matrice D diagonalisable, telle que A est égal à P fois D fois P-1. Voilà.